et puis d'être en lien avec des partenaires auxquels vous n'avez pas forcément accès ou auxquels vous n'êtes pas encore en contact et qui sont nécessaires pour une bonne présentation de votre proposition. Donc, si vous avez l'opportunité, n'hésitez pas, vous avez tous les détails, tout est déjà ouvert. Et en plus, il y a une plateforme. Donc, je vais commencer. Donc, je vais aller assez rapidement sur IHI in a nutshell. Donc, globalement, parce que je voudrais me focaliser sur le pôle 12, mais quand même. Donc, n'oublions pas que IHI, vous le savez probablement, mais c'est un partenariat public-privé. Partenariat public-privé, ça ne veut pas simplement dire un partage du budget, c'est-à-dire où il y a autant de contributions qui vient du programme 4 de l'Union européenne, mais c'est aussi une contribution significative de nos partenaires industriels. Une contribution qui est principalement en in-kind, avec toute la valeur ajoutée que peut apporter l'in-kind, mais cela veut dire que ce n'est pas simplement au niveau du partenariat de IHI que doit être reflété ce concept public-privé, mais au niveau également de chacune des propositions et donc chacun des projets. Et IHI est un partenariat cross-sectoriel. Donc, nous avons différents types d'associations du domaine du secteur de la santé. Et c'est vrai qu'il est important d'avoir ceci également reflété dans vos propositions. Alors, parfois, certaines thématiques s'y prêtent un peu moins, mais on va dire que globalement, aujourd'hui, on est dans une industrie plus globalisée où on a besoin énormément de technologies qui ne sont pas simplement d'un seul secteur. Donc, c'est vraiment important quand vous vous intéressez à IHI, quand vous avez IHI en tête, quand vous décidez de déposer une proposition, de systématiquement garder ce concept de partenariat public-privé, pas simplement au niveau du programme, mais également au niveau de votre projet. Et c'est là où est toute la valeur ajoutée de ce programme, cette collaboration qui devient très étroite entre les acteurs publics et les acteurs privés. Et puis, on peut avoir effectivement des contributing partners, mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là. Donc, pourquoi je mets ce slide? Parce que le call 12, et donc ce qu'on appelle un applicant-driven approach, est structuré autour des objectifs spécifiques de IHI, qui sont ici sur votre droite dans le slide. Donc, vous avez 5 objectifs spécifiques. Et quand vous allez déposer votre proposition, vous allez voir, en fait, il faut choisir un de ces objectifs spécifiques, sachant que chacun de ces objectifs ont tous un objectif plus global, c'est de soutenir la compétitivité de l'industrie au niveau européen. C'est de s'assurer qu'on pourra transférer ces innovations dans les systèmes de santé et au bénéfice des citoyens, des patients plus spécifiquement, mais des citoyens plus globalement. Et puis de s'assurer qu'on va délivrer des innovations qui soient effectives et sécurisées et qui couvrent l'entièreté du domaine de la santé, on parle aussi bien de la prévention que post-traitement, et dans tous les domaines de ce qu'on appelle unmet public health. Désolée par avance d'utiliser quelques termes en anglais. Donc, gardez bien en tête ces 5 objectifs. Donc, le premier qui est assez connu si vous étiez déjà impliqué sur des projets IMI. Le deuxième qui est vraiment lié à ce concept de partenariat cross-sectoriel pour assurer d'arrêter d'avoir une fragmentation, de travail en silo. Ensuite, des solutions qui sont vraiment orientées sur les patients, les personnes. Le quatrième qui comprend un élément maintenant important, et on va le voir sur le premier round d'appel applicant-driven call, toute la partie digitale et data, où on voit que l'ensemble des propositions ont tout cet élément-là intégré, même si elles n'avaient pas été soumises dans ce topic 4. Et puis, le dernier, qui est un élément important, c'est comment on peut implémenter toutes ces innovations dans les différents systèmes de santé, que ce soit au niveau national, public, mais aussi dans les process industriels. Donc ça, ce sont des éléments assez importants. Vous avez tous les détails qui seront donnés dans le call, mais je vais déjà vous en donner un élément aujourd'hui. Donc, très rapidement, c'est quoi un projet IHI? Bien entendu, ça, c'est un projet cross-sectoriel qui renforce l'écosystème européen, qui est très compétitif, puisqu'on vient permettre la collaboration entre différents acteurs, pas simplement les acteurs industriels, mais aussi les acteurs publics. Donc, c'est important que ce reste dans le domaine très compétitif où chacun est en mesure de travailler dans la confiance, de partager des données, tous ces éléments, que ce soit ambitieux,
Ça, c'est vraiment une particularité d'IHI en comparaison des autres instruments de Horizon Europe. On a toujours été sur pas simplement des budgets ou des formations de consortiums qui sont ambitieux, mais aussi sur l'impact, sur ce à quoi on s'attend à développer au sein de ces différents projets, et puis qui adressent un public, un besoin de santé public qui n'est pas encore adressé. Et on n'est pas là pour répéter ce qui a déjà été fait, notamment. Donc, sur le call 12, je l'ai mentionné, donc c'est le deuxième round. On a déjà eu un premier applicant-driven call qui était le call 9, qui a été lancé cette année en janvier, qui a donné lieu à évaluation, et à la fin, si j'ai le temps, il y a quelques slides qui vous montreront qu'on a sélectionné à la fin 13 propositions. On est en phase de gap. L'objectif de ce call, c'est que jusqu'à présent, IHI était très orienté. Ceux qui sont impliqués dans les projets, vous avez déjà pu le comparer entre IHI et puis les autres instruments traditionnels de Horizon Europe. C'est très défini, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs, il y a des besoins qui sont très définis. Souvent, on fonctionne par un two-stage call où on vient sélectionner un consortium public, puisque le consortium privé est déjà connu, les besoins sont clairement exprimés. Là, on est sur une approche beaucoup plus ouverte, où on vient donner la main à la communauté scientifique pour venir exprimer des besoins communs qui répondent aux objectifs d'IHI, et de le faire, une fois encore, entre partenaires publics et privés. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir qu'un partenaire, un consortium de partenaires privés ou qu'un partenaire, un consortium de partenaires publics. Il est toujours important de respecter cet élément. Donc vraiment, c'est pour ça qu'il est marqué créer des opportunités de recherche additionnelles, peut-être des choses auxquelles nous n'avions pas pensé. Quand je dis nous, ce n'est pas à l'office où je travaille, c'est en collaboration, en discussion avec la Commission européenne et nos partenaires industriels. Donc, c'est là où on vient donner la main. Et puis, effectivement, avec cette possibilité d'attirer de nouveaux partenaires. On l'a vu sur le call 9, on a été en mesure d'attirer des gens qui n'avaient jamais été impliqués, que ce soit dans la première phase d'IMI, la deuxième phase d'IMI ou IHI à présent. Et ça, c'est important parce que c'est là où on vient apporter l'ouverture, mais on vient aussi créer un nouvel écosystème, on vient élargir en tout cas notre écosystème. Donc ça, c'est vraiment important pour l'ensemble des acteurs, que ce soit au niveau public qu'au niveau privé. Là, tout ce que je dis là, effectivement, c'est pour ça que je mets ces sujets, j'ai un petit disclaimer qui est sujet à des changements. Pourquoi? Parce qu'on va publier un texte mardi, mais ce texte va être en consultation. On est dans une phase de consultation avec le groupe des États membres, donc le SRG, dont Sheila fait partie en représentant de la France, mais également avec notre comité scientifique, et puis on le repasse effectivement en consultation au niveau de la Commission européenne et de nos partenaires industriels. Donc le texte définitif sera publié début décembre, mais pour faciliter le réseau, la préparation des propositions, on publie déjà le texte. Il n'y aura rien de révolutionnaire comme changement, hein, soyons honnêtes. Mais le texte définitif ne sera publié qu'au mois de décembre, mais au moins ça permet à l'ensemble de la communauté scientifique de se préparer, mais aussi de venir au Brokerage Event et de se créer des opportunités. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, cet appel, comme l'était le call 9, est structuré autour des 5 objectifs spécifiques de IHI. On les a vus tout à l'heure. Donc, ça veut dire que quand vous allez déposer votre proposition, il va falloir choisir un des topics. Je sais que parfois, vous allez dire, oui, mais ma proposition, elle couvre aussi bien que le topic 1, que le topic 3. Et puis alors là, vous allez commencer à regarder le budget qui est alloué à chacun des topics. Bon, donc, mais réfléchissez bien, quel est le topic qui paraît le plus opportun. Je sais bien que intuitivement, vous allez peut-être dire, ah oui, mais là, il y a plus de budget, il y aura plus d'opportunités là. Moi, je serais plus cautionneuse parce que, par exemple, on a eu des topics où on a reçu finalement peu de propositions et où on n'a pas alloué de budget. Alors, on a une flexibilité budgétaire qui nous permet de rebasculer un certain montant d'un topic à l'autre, mais ça n'empêche. Autre élément, je sais que ça va vous faire beaucoup de documents à lire, mais lisez bien l'agenda de recherche stratégique, puisque ces objectifs spécifiques qui correspondent au topic résultent de notre agenda de recherche stratégique où on a aussi reflété les objectifs généraux d'IHI. Donc, toujours bien garder en tête, effectivement, d'avoir ce lien qui soit fait entre votre proposition, les objectifs spécifiques et les objectifs généraux. Donc, vraiment, quand là, on met qu'il est important de lire vraiment avec attention l'ensemble des documents, c'est pas
pour vous embêter, c'est parce que effectivement tous ces documents vont être aussi pris en compte, tous ces éléments d'information vont être pris en compte. Et par exemple, dans les objectifs, dans le Strategic Research and Innovation Agenda, on rappelle aussi toutes les politiques européennes auxquelles IHI doit contribuer. Donc, ça veut dire chacune des propositions doit pouvoir venir démontrer ce lien. Et vous verrez un des changements entre le call 9 et le call 12, c'est que là, vraiment, on insiste sur cet aspect-là de comment ça vient contribuer aux différentes politiques et priorités au niveau européenne, surtout qu'il y a eu énormément de documents qui ont été sortis par les institutions. Une toute petite également évolution, on a mieux défini ce qu'on entendait par le concept de pré-compétitif. Parce que c'est vrai que c'est un élément qui est toujours assez nébuleux. Vous n'entendez pas quoi par pré-compétitif. C'est vrai que prioritairement pour nous, c'est la capacité pour les différents partenaires à travailler ensemble sur des sujets qui sont stratégiques, où il y a des challenges et des défis communs, mais où ils vont être aussi capables de développer des innovations et des technologies qui vont être fondamentales et qui vont bénéficier au système de santé, comme je l'ai dit, aussi bien au niveau public qu'au niveau privé. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça a été légèrement réaffiné, prenant en compte le retour d'informations qu'on a eu, parce que ça, ce sont des longues discussions qu'on a eues aussi bien avec la Commission qu'avec l'industrie, mais aussi certains retours de la part des États membres qui ont été très importants. Donc là, c'est juste un rappel des 5 objectifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous aurez les slides, je les ai mentionnés tout à l'heure. Juste identifiez bien celui qui vous paraît le plus approprié. Peut-être ici, là pour l'instant, je ne les donne pas sur le slide, mais aujourd'hui, dans les discussions donc, qui ont été finalisées, et il y aura peut-être des évolutions durant la consultation, mais il y a un budget de 30 millions d'euros qui va être alloué au topic 1, un budget de 60 au topic 2, un budget de 20 au topic 3. Sur le topic 4, alors ça c'est un grand changement par rapport donc, au call 9 précédent, de un petit peu plus de 43 millions, et sur le dernier, à peu près 10 millions. Donc, et par exemple, si on prend le call 9, c'est vrai qu'on a reçu peu de propositions sur le topic 5. Alors, les éléments à considérer, je le répète, je sais que je vais me répéter, mais l'aspect cross-sectoriel est vraiment fondamental. Donc, ça peut couvrir différents éléments dans la chaîne de l'innovation, mais cet élément cross-sectoriel est un élément qui est fondamental. Au début, il a été difficile à mettre en œuvre au sein d'IHI. Parfois, il va s'y prêter moins, mais garder toujours cet élément en tête. Et quand je dis cross-sectoriel, ce n'est pas forcément que cross-sectoriel entre partenaires industriels, c'est aussi cross-sectoriel dans les partenaires académiques. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement que des organismes de recherche. Ensuite, dans les éléments à considérer, donc là, ici, on vous a mis les points les plus importants. Donc effectivement, il faut démontrer la possibilité de développer des solutions intégrées dans les systèmes de santé, aussi bien au niveau national que régional. L'aspect régional est important pour certains pays, peut-être moins en France, mais il y a certains pays, c'est sûr, c'est fondamental. Donc ça, c'est important. Donc qui peuvent s'appliquer à l'ensemble des stakeholders, des intervenants. Et ça, le all, donc quand il est marqué Research remain at the pre-competitive level and translate solutions that can be applied by all players. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau par rapport au collab, et c'est un point sur lequel, nouveau dans le sens où là, il y a vraiment une emphase qui est mise sur le call 12. Donc, c'est juste pour vous dire, là où, si vous avez été confronté au call 9, que vous sachiez aussi les évolutions qui se sont faites entre le call 9 et le call 12. Donc, ça, c'est vraiment important. Et comme j'ai dit, une proposition ne peut correspondre qu'à un seul topic. Donc, il suffit juste de bien identifier et de bien s'aligner avec ces objectifs de ce topic, aussi bien en termes de scope que d'expected impact et d'outcome.
Donc, là, c'est tous les éléments que j'ai déjà dit. Donc, effectivement, vous devez démontrer que ça répond à un besoin de santé publique qui n'est pas encore adressé. Ensuite, vous pouvez démontrer la possibilité de transférer l'innovation dans la recherche dans des solutions innovatives. Et le point C, qui est vraiment le point qui a été rajouté très explicitement dans le call 12. On va demander aux applicants de faire une analyse, un landscape analysis. Et ça, c'est un point qui résulte vraiment des leçons retenues du call 9, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas d'overlap et qu'il y a une complémentarité avec ce qui existe déjà, qu'on ne refinance pas deux fois la même chose. Donc, il va falloir que vous veniez le démontrer dans vos propositions. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment nouveau, qui existait, qui était déjà latent, qui était là. Mais là, il va falloir l'intégrer dans votre proposition. Et donc, ça veut dire qu'il va vraiment falloir intégrer toutes ces priorités scientifiques, toutes ces priorités politiques, je veux dire, au niveau européen. Et notamment, vous allez voir régulièrement répéter dans le call text le Life Science Strategy qui a été adopté, qui a été présenté par la Commission le 2 juillet dernier. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est complètement, je dirais, nouveau dans le fait qu'elle est verbalisée. Elle était là, mais maintenant, elle est verbalisée. Donc, vous avez cette obligation dans vos propositions. Vous verrez dans les slides, à chaque fois, on donne un exemple en fait de ce qui peut couvrir le topic 1, topic 2, topic 3, topic 4, topic 5. Et donc, il n'y a aucun problème. Donc, dans les expected outcomes, là, vraiment, il va falloir faire ce lien avec l'objectif spécifique, le topic que vous allez choisir. Ça, c'est vraiment important. Et une fois encore, vous voyez, il y a la phrase qui dit que except all to benefit the relevant stakeholders in the healthcare system, le deuxième bullet point. Là encore, vraiment s'assurer que vous couvrez l'ensemble des acteurs qui vont être nécessaires, pas simplement au niveau de votre proposition, mais aussi de l'impact, l'impact après que ça pourra avoir, de ce qui va être développé. Donc ça, c'est vraiment aussi un élément qui a été clarifié dans le call text. C'est pour ça que je mets l'emphase là-dessus. Le reste, je mets l'emphase sur certains points, mais après, vous pouvez aussi lire. De toute façon, il faudra que vous lisiez le call text. C'est fondamental. Dans les expected impact, effectivement, il faudra définir en quoi ça viendra répondre aux objectifs stratégiques de IHI et quels sont les impacts. Et le premier étant effectivement renforcer la compétitivité de l'industrie européenne et des systèmes de santé, et puis la mise en œuvre des politiques européennes. Et ça, ce dernier point qui résulte du développement des différentes priorités au niveau européen sur le Life Science Strategy. Donc, vous verrez, d'un topic à l'autre, ça peut changer. Par exemple, sur le topic 1, sur comprendre les différentes maladies, par exemple, il y a un élément dans le Life Science Strategy qui est focalisé sur le One Health. Par exemple, là, c'est plus le topic 4. Il y a effectivement, dans le Life Science Strategy, il y a toute une partie sur effectivement l'intelligence artificielle. Comment on peut vraiment utiliser l'intelligence artificielle au mieux pour développer l'innovation et porter bénéfice aux différents systèmes de santé. Donc, il faut vraiment à chaque fois que vous fassiez le lien entre ces différents documents. Je peux comprendre que ce soit une lourde tâche, mais c'est fondamental pour être successful, gagnant, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Voilà. Vous me comprenez. Je suis vraiment désolée. En termes de timeline, je l'ai dit, en tête, le brokerage event, vraiment, si vous pouvez venir, l'an dernier, il y avait énormément de personnes qui sont venues. C'est toujours mieux d'être sur place. Mais bon, si vous ne pouvez pas, il y aura aussi la possibilité de suivre en ligne. Et puis, il y a la plateforme. Donc, la plateforme où vous pouvez aussi venir exprimer des besoins pour rechercher des partenaires, pour rechercher une expertise. Donc, n'hésitez pas à utiliser aussi cet outil qui a été développé. Et donc, voilà, c'est tout. Et là, vous avez donc les 2 QR codes pour y accéder directement. Donc, j'espère voir beaucoup d'entre vous. Enfin, nous espérons voir beaucoup d'entre vous le 4 et 5 novembre. Comme je l'ai mentionné au début, où il n'y aura pas simplement que des partenaires publics, mais aussi beaucoup de partenaires, de représentants de l'industrie
qui seront présents et qui viendront aussi proposer des idées. Donc, c'est vraiment une opportunité. Là, je parlais du contenu scientifique, mais il ne faut pas oublier qu'IHI, je l'ai dit, c'est un partenariat public-privé et il y a des conditions, et qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celles que vous connaissez dans Horizon Europe. Et la première est importante. Dans toute proposition sur la partie budgétaire, au moins 45% doit correspondre à de la contribution industrielle in-kind. Enfin, in-kind, ça peut être aussi de la contribution cash, mais qui est de la contribution de partenaires industriels. Et c'est une façon de forcer cette collaboration publique-privée, quelque part, hein, c'est clair. Là, ici, a été introduit un élément juridique pour s'assurer de cette collaboration. Mais ça, c'est vraiment fondamental. Alors, je sais que nous savons que c'est toute la difficulté, parce que souvent, on entend dire on a du mal à contacter les partenaires industriels et tout, et il vous faut ces 40,5%, parce que c'est un critère d'éligibilité. Si ces 45% ne sont pas là, la proposition n'est pas éligible, donc ne pourra pas être évaluée. Donc ça, c'est vraiment garder toujours ça en tête. Ensuite, en termes de taille du consortium, là, je n'ai pas trop d'inquiétude. C'est le minimum légal, mais je veux dire, vous avez l'habitude, sachant les budgets qui sont présentés dans les IHI et la taille des projets, je n'ai pas trop d'inquiétude. Et puis, le dernier point, qui est que certains topics qui concernent donc le topic 4 et le topic 5, il y a quelques restrictions d'éligibilité au financement à certaines entités. Pourquoi? Parce que ça, c'est une manie budgétaire chez nous. En fait, on n'a pas pu utiliser une partie de notre budget en 2021, 2022, 2023. Or, en 2021, 2022 et 2023, par exemple, les entités basées en Angleterre n'étaient pas éligibles au financement d'Horizon Europe et donc pas d'IHI. Et comme on est en train d'utiliser, on a déplacé au fur et à mesure, et donc là, on utilise ce qui nous reste de ce budget, où les entités, par exemple, basées, donc ça concerne UK, Canada, et puis après, dans le deuxième batch, la Suisse et la Corée du Sud. Donc, en fait, le topic 4 et le topic 5 ont des restrictions d'éligibilité. Donc, sur le topic 4, c'est les 4 pays que je viens de vous mentionner. Sur le topic 5, par contre, UK et le Canada seront éligibles. Parce que là, on utilise un relu 4 budget de 2024 où UK et Canada étaient déjà éligibles. Donc, enfin, c'est un peu technique, mais c'est juste pour vous dire, faites attention si vous êtes sur le topic 4 et topic 5, puisqu'en fait, certaines entités, elles peuvent participer, mais ne seront pas éligibles au financement IHI. Donc, parce qu'on a cette manip budgétaire où on utilise du reliquat de budget et que ils n'étaient pas éligibles, donc ils ne peuvent toujours pas être éligibles en utilisant ce budget. Mais on l'a limité à des topics, c'est pas réparti comme ça à droite et à gauche. Et on avait déjà ça sur le call 9. Et puis, dernier point, je sais que vous êtes très habitués aux propositions dans Horizon Europe et probablement dans IHI, mais n'oubliez jamais de garder en tête les critères d'évaluation. Sachant que les critères d'évaluation dans IHI, ils prennent les principes généraux d'Horizon Europe, mais ils ont été réajustés aux particularités de IHI. Donc, ce concept cross-sectoriel, ce concept de partenariat public-privé, ce concept de transfert de l'innovation dans les systèmes de santé ou au bénéfice des patients. Donc, ça veut dire que quand vous rédigez votre proposition, pensez-la aussi en est-ce que je réponds à ces critères d'évaluation? Parce que les évaluateurs vont prendre ces éléments. Vous savez très bien comment ça se passe. Donc, ça, c'est vraiment important de toujours garder en tête ces critères d'évaluation. Et donc, forcément, si on prend sur l'excellence, la partie ambitieuse, puisque les projets IHI se doivent d'être ambitieux, forcément, va être pris en considération. Si on prend sur l'impact, effectivement, je sais bien que ça existe aussi dans Horizon, mais là, d'autant plus sur la maximisation de ce qu'on attend de ces projets et l'impact que ça va délivrer. Et ensuite, si on prend sur le troisième critère, là, on a les 45%, mais on a aussi le partenariat public-privé, et puis s'assurer qu'il y a une vraie intégration entre les contributions privées et les contributions publiques, que ce ne soit pas deux choses qui vont évoluer en parallèle. Et ça, c'est vraiment important de toujours garder en tête ces éléments-là. Donc, voilà un petit rappel, petite lecture, si vous l'aviez oublié, l'agenda de recherche stratégique, réseauté.
voilà, vous avez différentes opportunités. Il y a la plateforme, il y aura le brokerage event. Et puis, lors du brokerage event, vous pouvez aussi partager votre proposition et puis venir rechercher d'autres partenaires. Donc, vous pouvez soumettre des pitchs. Je le dis, c'est first come, first serve, principalement. Donc, ça fonctionne comme ça. Donc, voilà, n'attendez pas la dernière minute, même si on essaye d'accommoder au mieux, parce que c'est notre objectif. Mais à un moment donné, il y a une limite de temps. Donc, voilà. Et votre présentation, de mémoire, c'est 4 minutes. Hein, donc, voilà, ça doit être très structuré. Et puis, make sure you understand IHI. Je suis sûre que vous avez tout ce qu'on peut. Enfin, maintenant, si je n'ai pas assez répété certains points, alors là, je vais le refaire. Et puis, Sheila m'avait demandé de donner quelques éléments sur le call 9. Donc, pour vous sachiez à peu près, donc, on a reçu 50 propositions en tout. Donc, il y en avait 39 qui étaient éligibles. Donc, vous voyez, certaines notamment n'avaient pas respecté les 45%. Et à la fin, nous en avons retenu 13 pour le financement qui était lié à la limite aussi budgétaire. Même si on a utilisé au maximum toute la flexibilité budgétaire qu'on avait en essayant de rajouter tout ce qui était possible selon les règles d'Horizon Europe. Donc, à la fin, il y a 13 propositions. Et ces 13 propositions, donc là, vous avez une répartition géographique. Vous voyez à peu près où sont les applicants, mais vous doutez bien que notre objectif, c'est d'impliquer de nouveaux États membres ou ceux qui sont sous-représentés. Mais voilà, après, vous faites ce que vous pouvez, on fait ce qu'on peut. Voilà, mais comme ça vous donne une idée. Et là, c'est pour vous donner une idée de ce qui a été, ce qui est couvert par les propositions qui sont financées. Donc, on est toujours au stade du GAP, donc je ne peux pas trop donner de détails, mais ça vous donne une idée. Le prêt de projet financé, vous voyez, 46 nouvelles entités qui n'avaient jamais participé ni dans EMI 1, ni dans EMI 2, ni dans IHI, qui couvrent, vous voyez, qui couvrent déjà pas mal de domaines. L'élément de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, je l'ai mis plus en avant. Pourquoi? Parce qu'elle était incluse dans l'ensemble des propositions, mais c'était vraiment une composante majeure dans 10 des 13 propositions. C'est juste pour vous donner une idée. Ça ne veut pas dire que ça doit être comme ça pour le futur, mais c'est juste pour que vous sachiez. Et puis, sur Healthcare Implementation, donc, qui reflète plus le topic, qui reflète notamment le topic 5, pas que le topic 5 d'ailleurs, parce qu'il y a tous les domaines. Donc, là, on voit qu'on est proche des TRL, qui est assez peu courant dans les projets IHI jusqu'à présent. Donc, voilà. Donc, ça, c'était une présentation du call 12. Vous donner une petite idée de ce qui s'est fait dans le call 9 si vous n'êtes pas dans l'une de ces propositions. Et puis, voilà. N'hésitez pas. Il y a toute une série de façons d'être en contact avec nous en sus de ce jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Magali. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Merci de votre présentation. Vous voulez juste revisiter le point sur le topic 5 et les partenaires du Royaume-Uni et Canada. J'ai coupé une partie sur l'éligibilité, c'est juste la participation sans avoir accès. Oui, je vous dis ça tout de suite. Attendez, je reviens au slide. Tout. Là, c'est ce slide-là. Donc, là, ici, quand je disais qu'il y avait des restrictions en termes d'éligibilité au financement, donc le UK et Canada seront exclus en éligibilité de financement sur le topic 4, mais sont inclus dans le topic 5. Et topic 1, 2, 3, bien sûr. Par contre, sur le topic 5, sont exclus la Suisse et la Corée du Sud. Une question? Je vais poser ma question en attendant. Plus, c'est sur cette slide ici. Par rapport, du coup, aux industriels membres, ce sont les partenaires que vous aviez présentés sur la première slide qui font partie de FPI, etc. Et comment on peut les identifier clairement, ces personnes? Alors, la première chose, c'est effectivement, ce sont les membres de ces 5 associations industrielles, donc FPIAC, aussi Medtech et Europa Bio. Comment les identifier? Vous avez des points de contact qui vont être présents en ligne aujourd'hui.
Donc, ce sera la première chose. Et puis surtout, lors du broker event, puisque certains vont venir présenter des propositions, ils viennent rechercher aussi l'expertise des applicants. Mais il y a des gens qui seront présents également. Donc, c'est une façon d'être en contact avec eux. Donc, vous avez soit la possibilité de vous mettre en contact avec les gens qui vont faire une présentation et qui vont venir aussi expliquer cet aspect-là, mais aussi lors du broker event, d'où l'intérêt d'être présent sur place. Voilà. Oui, merci. Donc là, tout en haut, vous dites bon, les 45%, c'est doivent provenir de l'industrie. Et if relevant from contributing partners, est-ce qu'on doit comprendre que les contributing partners dans ce call sont moins, c'est moins nécessaire de les avoir que ce qu'on a pu comprendre dans les anciens calls? Non, oui. Voilà. Si je vous ai donné cette impression, non, c'est juste, j'ai pas voulu commencer à rentrer dans les détails, mais if relevant, c'est plus parce que, en fonction de si l'expertise est nécessaire, parce que on sait que les contributing partners, qui sont principalement des charités, des fondations comme la Gates Foundation ou Wellcome Trust, qui sont impliquées, ou comme la Breakthrough TD1 dans le diabète de type 1, voilà, c'est plus spécifique. Donc c'est là, le if relevant est plus lié à ça, sachant que effectivement l'intérêt aussi des contributing partners, c'est que leur contribution rentre dans le calcul des 45%. Donc, mais parce qu'on sait qu'ils ne couvrent pas forcément tout, ils n'ont pas forcément intérêt sur tout, mais certains sont très au fait de IHI, ont un intérêt important à être, enfin, ils ont un vrai intérêt à être impliqués dans un certain nombre de projets IHI, y compris dans ce type d'appel. Donc, si vous avez cette opportunité, n'hésitez pas. Mais on parle vraiment, même si légalement, un peu flexible, mais je veux dire, l'objectif du contributing partner, c'est ces gros, on va dire, ces gros financeurs de recherche et qui viennent apporter quelque chose à la recherche européenne et qui viennent aussi bien avec de l'in-kind qu'avec du cash. C'est, je pense, moitié-moitié chez les contributing partners. Merci. Il y a une question dans le chat. Est-ce qu'une PME ou une start-up peut coordonner un projet Call 12 sans être membre des associations? Alors, une PME peut participer à un projet du Call 12 sans être membre d'une association. Ça, c'est pas un problème. La coordination, alors je dois vous faire une réponse de ça parce que légalement, oui, sauf qu'après, on vient vérifier la viabilité financière. Puisque ça, c'est un des critères dans Horizon Europe pour être coordinateur. Et souvent, les PME ou les startups n'ont absolument pas cette viabilité financière. Donc, souvent, on est obligé de demander le changement de coordinateur. Par contre, on encourage la participation des PME et des startups. Petite question. Est-ce qu'il y a une restriction de resoumission entre le col 9 et le col 12? Et est-ce que dans les autres cols de HI, où par exemple pour les projets en 2 étapes, il n'y a qu'un seul partenaire ou qu'un seul projet qui est sélectionné, est-ce que ces gens-là, qui seraient arrivés deuxième ou je ne sais pas quoi, bien positionnés, pourraient se déposer? Alors, il n'y a aucune restriction de resoumission de propositions qui n'ont pas été sélectionnées, soit parce qu'elles étaient bonnes mais n'ont pas été retenues faute de budget, manque de budget, soit parce qu'elles n'étaient pas suffisamment bonnes et donc elles vont se restructurer pour obtenir un meilleur score au niveau de l'évaluation. Il n'y a aucune restriction. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut refaire un vrai travail sur la proposition et il faut s'assurer d'inclure les différents éléments que je me permets aujourd'hui de mettre en avant. Et pourquoi j'ai fait ça? Notamment en pensant à ces propositions qui ont en tête de resoumissionner. 2 questions dans un. Donc c'est la suite. Quel est l'effet des resoumissions du service si tu les connais? Ok. L'autre, c'est plus au niveau quel niveau de maturité peut-il avoir quand on va dans le brokerage? Est-ce qu'on est au tout début des séminaires ou est-ce qu'on a quelque chose déjà d'assez construit? Alors, sur base du précédent brokerage event, je n'ai pas assisté en sa totalité, j'étais là une grande partie. Je dirais qu'il y avait différents niveaux de maturité. Après, le problème d'une proposition, on va dire très mature, souvent, c'est que le consortium est déjà formé. Donc, en fait, il y a moins de possibilités d'ouverture à de nouveaux partenaires. Alors qu'une proposition moins mature, effectivement, elle va peut-être pouvoir évoluer en fonction des gens que vous allez rencontrer, des choses. Et puis, ça permettra peut-être plus d'ouverture sur les partenaires.
Donc, je ne dirais pas que c'est l'un ou l'autre. Je dirais que les deux ont ses avantages, les deux ont ses inconvénients. Donc, voilà. Mais c'est sûr que pour proposer, pour faire le pitch, il faut quand même être capable de venir expliquer l'idée, quel type d'expertise ou quel type de participant on cherche. Est-ce que déjà donner une vision globale de l'expected impact et de l'expected outcome, quoi, parce qu'il va falloir, dans les propositions, vous verrez, si vous faites le pitch, en fait, il faut répondre quand même à certaines questions pour que chacun des pitchs soit à peu près structuré de la même façon. Et c'est 4 minutes. Alors, en 4 minutes, il faut être efficace. Hein. C'est 4 minutes. Hein. Après, ça coupe. Il y a plusieurs questions. Déjà, une première, il y a plusieurs questions. Quand est-ce que le détail sur les 13 projets financés dans le pôle 9 seront publiés? Ou est-ce qu'on les aura d'ici la fin de l'année? Et que faut-il faire concrètement une fois le consortium formé? Présentation, mémo, vidéo, etc. Combien de temps prend le processus de sélection? Alors, sur la première question, donc on est en phase de gap. Notre objectif, c'est que les Grant Agreements soient signés au mois de décembre. Certains projets vont commencer, on voudrait commencer au 1er novembre, je sais. Donc, on essaye d'accélérer au maximum. Donc, ça veut dire que, alors je ne sais pas si on aura déjà tout publié au mois de décembre. En tout cas, Sheila aura accès. Dès qu'il y a un Grant Agreement signé, Sheila y aura accès. Et nous, on commencera, c'est clair, à communiquer dessus dès que possible, et je pense au plus tard début janvier. Donc ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, je ne suis pas sûre de tout comprendre, puisqu'en fait, il y a peut-être un mix de questions entre le pitch pour le brokerage event et la soumission de la proposition. Donc, pour le pitch du brokerage event, il doit y avoir une deadline. Alors, je ne la connais pas par cœur. Mais bon, tant qu'il y a des possibilités des ouvertures, on va laisser de toute façon la plateforme ouverte. Et ensuite, c'est pour la proposition. De toute façon, il faut soumettre la proposition en utilisant le template. Et là, l'appel va être lancé donc, dans le courant du mois de janvier. La deadline est 4 mois après. Et vous voyez, là, l'an dernier, pour le call 9, on a donc lancé un appel pareil, mi-janvier ou fin janvier, et on a pour objectif de signer les Grant Agreements au mois de décembre. Donc, on est sur moins d'une année. Alors, je propose aux gens qui sont connectés de poser directement peut-être leurs questions si vous êtes aussi connectés. Ça sera peut-être plus pratique pour préciser les éléments de la question. Je pense qu'il y a un commentaire sur la deadline pour les pitchs, c'est les 40 ans. Oui, je vais rechercher. Peut-être que peut-être que nos partenaires industriels qui interviennent juste après s'en rappellent par cœur. Je vais être. C'est le 20 octobre, Magali, je confirme. Il la connaît certainement mieux par cœur que moi. Sur une liste de réserve sur le pôle 9, alors, il y a des projets sur la liste de réserve, mais pour l'instant, il n'y a pas de budget. Je suis très honnête avec vous. Le problème est réglé. On a essayé d'utiliser tout le budget qu'on pouvait déplacer. Pour l'instant. Question là de Caroline Desvergnes. Vous pouvez la poser? Oui, bonjour. Si ça marche, sinon je pense le faire. Oui, bonjour. Merci. Vous m'entendez? On vous entend pas. Ah, est-ce que vous m'entendez? Bon, sinon, je vais la oui. Est-ce que dans le landscape analysé sont considérées les thématiques des appels ouverts simultanément dans Horizon Europe Cluster 1? Autrement dit, est-ce qu'un call ouvert sur une thématique proche dans le Cluster 1 réduit les chances de succès d'une proposition IHI dans la même thématique? Les projets sont forcément différents entre IHI Cluster 1 du fait de la différence d'instruments, mais peut-être que la thématique sera jugée moins prioritaire. Je vais être très lapidaire, non. Il n'y a aucun impact. Aucun impact. Non, puisque ce ne sont pas des projets qui sont en cours au niveau de Horizon Europe. Donc, non. Mais bon, par contre, on n'est forcément pas dans la même dynamique de proposition.
puisqu'on n'est pas du tout sur un concept de partenariat public-privé, d'ambitieux, de cross-sectoriel. Donc, normalement, la proposition ne peut pas être similaire dans l'un et dans l'autre. Mais ça peut être une thématique similaire parce que c'est déjà aussi arrivé. Parce que de toute façon, même, par exemple, on en discutait là au début, il y a des partenariats où on a des thématiques communes, mais on les traite pas sous le même angle et avec les mêmes partenaires. Vous avez donné le budget par topic. Est-ce qu'on connaît un peu le budget estimé par projet que vous attendez? Alors, il y aura ça aussi qui sera indiqué. Ouais. Ce sera indiqué, vous le verrez mardi, oui, là. S'il n'y a pas de questions, Lucie Lambert, oui, question. Si. Alors, y a-t-il un profil type du coordinateur pour Future Call, industriel ou académique? La deadline, bon, on en a déjà parlé, c'est le 20 octobre pour le pitch. Est-il possible de pitcher en visio lors du brokerage event? Il y a éventuellement une troisième date. Oui, le 6. Le 6, oui. Donc ça sera en visio. Ouais. Et voilà. Et sinon, est-ce qu'il y a un profil type? Profil type, oui, non, puisqu'en fait, un industriel qui vient avec de l'in-kind ne gère pas du financement public. Donc, c'est forcément une entité qui est éligible au financement public et qui est viable financièrement. Je me retourner vers vous quand même juste pour l'info. J'ai eu je sais pas pourquoi, un éclair de doute. Merci beaucoup, merci Magali, merci pour la présentation. Oui, il y a une main levée. Ah bah, c'est Nicolas. C'est Nico. Ouais. Mais comme il va faire sa présentation juste après, à moins que tu veuilles réagir, Nicolas, immédiatement sur ce que je viens de dire, mais sinon, je te laisse le faire durant ta présentation. Non, c'était juste pour suggérer effectivement qu'on garde peut-être quelques questions pour la fin. Parce Nicolas, que, tu nous entends? Allô, allô? Moi, je vous entends. Nous, on ne t'entend pas. Alors, peut-être que tu nous entends, mais nous, on ne t'entend pas. Et vous, à l'extérieur, vous l'entendez. Donc, en ligne, vous l'entendez et nous, on ne l'entend pas. Je vais laisser les organisateurs s'occuper de ça. Hein. Mon domaine d'expertise, quand même, n'est pas aussi étendu. En tout cas, merci beaucoup. Je suis avec vous toute la matinée. N'hésitez surtout pas. Je suis là pour ça. Merci beaucoup. Oui. Bon, est-ce que tu peux mettre... Je pense qu'il faut mettre juste ton son. Allô, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. En ligne, on t'entend, nous, Nicolas. Petite seconde, on va essayer. Là, tu veux? Ouais. Est-ce qu'elle a... Alors, Nicolas, tu peux essayer de reprendre le... Non, tu n'entends pas. Et là, vous m'entendez? Je comprends pas, parce que tout à l'heure, ça a marché. Et du coup, ça va être problématique, puisqu'il a des présentations en ligne. Donc là, ça marche sur Teams. Je me mets des branches. Me reconnecter. Ouais. Mais sinon, on peut mettre le micro ailleurs. Hein. Ah, bah oui. Non, attends, on essaie. Ok. Oui, vous nous entendez, mais nous, on ne vous entend pas et c'est problématique, car Nicolas va parler en ligne. Alors. Est-ce que vous pourrez... Ah non. Et là? Ah oui. Ouais. On va fonctionner comme ça. À nouveau. Est-ce que tu peux reparler? Je vais reparler parce qu'il y avait un peu d'écho. C'était mon ordinateur. Ah, d'accord. Et là, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je coupe cet ordinateur, ça? Vas-y. Nicolas, pourrais-tu reparler? Nouvelle tentative. Ah, voilà. Il y a toujours de l'écho. Et du feedback. Je vais me débrancher et je vais rebrancher. Activer les sons. Activer la caméra. Et là, est-ce que vous m'entendez? Nicolas?
Oui, Et- je suis en ligne. Non, vous ne m'entendez pas? Bon. Non. Alors, Oui, ça marche très bien. Ouais. et là, désolé, on te fait parler tout le temps. Pas de tout le temps, problème, je je vais venir de mon continue. côté. Je continue. Toujours rien? Non, montre le maximum. Ah, oui, mais c'est pas une question de volume, je pense pas. Là, non, tu pourrais nous redire quelque chose? Oui, Non. nouvelle tentative. Non, toujours rien? Vas-y. Test, vous m'entendez? Ouais, Ah, ça a l'air de marcher. On va pas être très fort, mais Non, mais un on micro. peut faire un... Voilà, ça c'est les plus forts possibles. Ça, c'est un micro, ça? d'accord. Qui marche. Ça va, c'est audible? Tu dis? Alors, est-ce que tu peux reparler, s'il te plaît? Oui, je tente. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous entendez? Oui, en ligne, oui, c'est parfait. Il faut mettre la... Et dans la salle? Non. Oui. Dans la Alors, salle, on c'est va bon? je vais mettre la présentation. On t'entend mal, mais on va mettre les micros pour pas perdre beaucoup plus de temps. Et c'est... Par contre, en ligne, je pense qu'on entend bien, non? Je crois, oui. Très bien. On va mettre un micro ici en permanence. C'est ta présentation? Et non, je ne l'ai pas partagée. Oui, si vous voulez, je peux partager la mienne, hein. Qu'est-ce qui est le plus vas-y. simple? Ah oui. Vas-y, Je on vais le faire s'appelle. depuis mon écran, c'est le plus simple, je pense. Donc vous devriez le voir à présent. J'espère que c'est OK. Oui. Oui, c'est bon? Oui. Est-ce que tu as la capacité de monter ton micro beaucoup? Je vais tester, mais alors 2 secondes. Il faut que je referme ma fenêtre. Euh, je suis pas sûr de pouvoir. Non, je pense que je suis au max là. OK. Ça va? Ça va aller ici? OK. OK. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et donc désolé de ne pas avoir pu participer en personne à cette réunion. Donc pour info, on va vous faire une présentation actuelle, en fait conjointe des différentes associations et aussi de certains de nos membres, plutôt que de faire une présentation séparée de chaque association qui nous semble faire moins de sens en fait, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est très rapidement, on va vous présenter ce que sont les différentes associations industrielles, même si probablement la plupart d'entre vous sont déjà conscients de qui nous sommes. Et ensuite, on abordera comment participer, enfin pourquoi participer dans un call à IHI, comment et comment prendre contact avec l'industrie. Donc, avant d'entrer dans le détail des associations, donc petit rappel, même si Magali l'a mentionné, hein, IHI est un partenariat public-privé. Donc même s'il est sous l'ombrelle Horizon Europe, il a une dimension spécifique. Donc il faut vraiment le garder à l'esprit quand vous pensez aux projets qui peuvent être développés dans IHI. Je ne m'attarderai pas sur les objectifs d'IHI. Vous avez les infos ici. Elles seront rappelées également pour tous les événements et pour le call 12 d'IHI. Donc je vais passer à la suite. Donc, quelles sont les associations et les industries représentées dans IHI? Donc, en gros, hein, il y a deux versants dans le côté industriel d'IHI, le côté pharma, biotech et le côté technologie médicale. Donc, pour le côté pharma, au sens large, vous avez l'FPA, qui représente l'industrie pharmaceutique basée sur la recherche. Vous avez également Europa Bio, qui représente la biotech. Et partie d'FPA en tant que groupe spécialisé, mais quand même avec une identité très marquée, nous avons aussi Vaccines Europe. Donc tout ça, c'est ce que je vais mettre sous l'ombrelle pharma vaccin. Et on a également les technologies médicales. Donc on va avoir donc COSIR avec l'imagerie médicale, la radiothérapie, et MedTech Europe avec les dispositifs médicaux notamment. Donc vous avez les liens sur ces slides-là. Donc si vous vraiment voulez plus de détails, vous pouvez les consulter. On a mis en backup en fait de ces slides toutes les slides habituelles sur la présentation en détail de nos associations. Aujourd'hui, on n'a pas tellement envie de perdre de temps avec ça, donc vous aurez tout ça, vous pourrez regarder les détails sur qui nous sommes, quelles sont nos activités, mais là dans l'immédiat aujourd'hui, je propose qu'on aille un petit peu plus vite.
Donc, petit rappel sur ce que font nos associations. Là, sur ce point-là, je laisserai la main à Sophie. Voilà, donc que font les associations? Merci beaucoup Nicolas. Donc bien entendu, nous représentons nos secteurs respectifs auprès des institutions européennes et des autres entités. Le travail qu'on fournit concernant IHI ne représente qu'une partie de nos activités. On a un champ d'activité bien plus large. On s'occupe notamment de questions réglementaires, de tout ce qui est durabilité. Et bien entendu, tous nos objectifs, notre mission, nos activités et le type d'organisation qui peuvent faire partie des différentes associations se trouvent dans les statuts de chacune des associations qui ont été mentionnées précédemment par Nicolas. Et bien entendu, nous avons deux types de membres. Nous avons des membres directs, donc des membres corporatifs des entreprises, mais également des associations nationales dont on a déjà parlé précédemment. Tu peux aller au slide suivant. Que font les associations à propos de IHI? Comme indiqué, bien entendu, nous représentons nos différentes industries auprès de IHI et nous donnons à nos membres un support. Il faut bien garder en tête que, bien entendu, nous ne remplaçons pas l'Office, ça c'est certain. Nous ne sommes pas non plus des National Contact Points et nous ne sommes pas non plus des sociétés de consultance. Nous aidons nos membres à comprendre ce qu'est IHI, nous les informons concernant IHI et nous les aidons bien entendu à comprendre la valeur qui existe dans IHI et la valeur de participation dans les différents projets IHI. Et nous leur donnons bien évidemment des informations ad hoc, notamment sur les questions parfois de ICOP, IKEA qui vont venir un peu plus tard dans la présentation. Et bien entendu, nous essayons aussi de créer un contact entre les entités externes et nos membres. Tu peux aller au slide suivant. Ça, je ne vais pas en parler trop parce que Magali a déjà expliqué en détail l'aspect public-privé, donc on peut directement passer au slide suivant. Nous avons donc deux types de membres. Nous avons les sociétés en elles-mêmes. Vous pouvez trouver la liste de tous nos membres directs sur les différents sites qui sont mentionnés là. Et nous avons également des membres auprès des associations nationales. On en a listé les trois qui existent en France, bien entendu le CIDIV, le CITEM et le LIM. Également, vous pouvez trouver les liens là et la liste des membres des différentes associations nationales sur le site. Et je pense que ça s'arrête là. On peut passer au... Thank you, Sophie. Yes, I will take the next slide. Je jongle avec l'anglais et le français. Et, alors, à un moment aussi, Enrique va intervenir sur la partie COSIR. On passera en anglais, donc on va jongler un petit peu avec les différentes langues. Donc, la question, pourquoi participer au sein d'IHI? Là, sur cette slide, c'est en fait un élément qu'on présente. Nicolas, il y a une petite interruption technique ici. Si vous pouvez juste attendre quelques secondes. D'accord. Merci. Une petite interruption avec l'écran de la salle. Désolée, je fais bêtise, ça marche. Bon. C'est bon, c'est revenu? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est une slide qu'on présente assez souvent à nos membres pour illustrer les avantages et les spécificités d'IHI, mais qu'on utilise aussi vers l'extérieur pour montrer en fait le type de projet qu'on peut rechercher dans IHI. Ça ne veut pas forcément dire que sur chaque projet, on implique tous les acteurs qui sont présents ici, mais de la part de notre industrie, on considère que IHI, c'est un véhicule idéal pour travailler avec tout type d'acteurs dans le domaine de la santé et pour montrer que ça permet d'aborder de nombreux aspects en impliquant l'écosystème de la recherche dans le domaine de la santé. Donc, par exemple, effectivement, nos quand ils participent dans un projet, un projet IHI typique, pour autant qu'il en existe un, c'est un projet dans lequel on peut impliquer bien sûr la recherche publique, mais aussi des associations de patients. Dans certains cas, il est utile d'impliquer les agences réglementaires ou des organismes nationaux, différents types de secteurs, parfois aussi des représentations de professionnels de santé.
santé. Donc c'est vraiment, on pense qu'IHI est l'outil idéal pour ce faire. Et si vous, par exemple, si vous cherchez à prendre contact avec des compagnies spécifiques pour participer à IHI, je pense que c'est utile pour vous d'avoir ça en tête quand vous présentez votre projet, parce que c'est très important de pouvoir montrer qu'on mobilise les acteurs pertinents pour le projet. Ça ne veut pas dire que c'est des cases à cocher, mais ça veut dire que parfois, il faut se poser la question, ah oui, est-ce que sur l'aspect réglementaire, ça peut valoir le coup d'impliquer tel et tel acteur ou de mobiliser une association de patients sur certains aspects du projet de recherche. Aussi, une autre slide que je voudrais montrer, au cas où vous vous poseriez la question, peut-être, est-ce qu'il est pertinent en fait de participer à un call IHI et pourquoi vous, en tant qu'académique, si vous êtes académique, qu'est-ce que vous avez à gagner en fait à mobiliser l'industrie dans IHI? Là, je vous montre une slide qu'on a préparée aussi dans le domaine des maladies rares pour essayer d'identifier quels sont les différents aspects sur lesquels l'industrie peut avoir une contribution. Et vous voyez que ça peut être quand même relativement large. C'est sur l'aspect découverte et développement, mais aussi sur l'aspect diagnostic, sur les aspects réglementaires, sur les aspects traitement. Tous ces aspects-là, il y a quand même une expertise et un savoir-faire spécifique de l'industrie pharmaceutique. Et là, désolé pour Sophie Henriquet, je vais parler plus avec la casquette pharma, mais sur lequel on pense que vraiment il y a une valeur ajoutée pour les partenaires publics dans les partenariats. Un autre point, c'est qu'est-ce qui différencie IHI d'un call Horizon Europe standard? Bon, ce que vous pouvez voir, c'est que Magali a présenté l'objectif d'avoir, enfin, même le critère d'éligibilité d'avoir 45% de votre budget qui vient de l'industrie. Nous, de notre côté, on considère que ça va être la moitié, parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus simple à comprendre. Donc c'est l'aspect vraiment à la fois budgétaire, mais en fait qui retranscrit une attente d'avoir un engagement à la fois du public et du privé dans un projet. Ce qu'on cherche également, c'est que même dans certains cas, si on a des projets qui peuvent être relativement tôt dans la recherche et l'innovation, ce qu'on cherche, c'est que l'objectif, c'est quand même d'avoir un impact sur le système de santé et sur la santé. Même si c'est relativement, ce qu'on peut dire, early stage, ça doit être un objectif du projet. Un point, alors c'est pas une règle d'airain, mais un point quand même assez fréquent, c'est qu'en général, les budgets des projets IHI sont relativement élevés comparé au budget Horizon Europe. Donc on est au-delà de 15 millions d'euros. Il peut arriver parfois qu'on ait des projets d'un budget plus faible parce que notamment sur des aspects parfois plus de politique de santé qui nécessitent moins d'efforts en recherche et innovation, mais dans l'ensemble, les projets sur lesquels on travaille nécessitent un budget plus conséquent. Enrique, I think now is your turn, if I'm correct. Are you on the line? Yes, but I think there is another slide, no? Ah, okay. So this one is still for me. This one is, yeah. Ok, good. Donc également, un point à garder à l'esprit, vous pouvez vous dire que si vous n'êtes pas du côté de l'industrie, ça ne vous concerne pas vraiment, mais là, vous avez une liste de quelques points qu'on avait mis en avant vis-à-vis de nos membres pour les aider à bien mettre en valeur quelle était la valeur pour eux d'IHI. Et c'est notamment un dialogue qu'on avait eu avec les compagnies MedTech qui rejoignaient IHI sans avoir eu l'expérience préalable d'IMI. Donc, ce qui est important déjà, c'est que IHI n'est pour nos compagnies, ça ne doit pas être un programme de financement, ce n'est pas l'objectif principal. On peut avoir certains secteurs qui demandent du financement dans des projets IHI, mais ce n'est pas le driver principal. Un point important aussi, c'est l'aspect pré-compétitif. Donc, bon, la définition peut être un peu difficile à cerner, mais c'est vrai que dès que ça devient compétitif, donc on est dans un domaine où à ce moment-là, nos compagnies vont avoir beaucoup de mal à collaborer avec leurs pairs. Donc, la valeur d'IHI, c'est vraiment de pouvoir s'engager sur tout ce qui est avant cet aspect compétitif. Un point aussi important, c'est que ça permet de construire le paysage et l'écosystème de la recherche et l'innovation en Europe, donc de mettre en œuvre des projets qui vont structurer la recherche et l'innovation.
Ça permet aussi de partager la connaissance, de partager aussi les données. Donc avec IHI, on peut explorer des domaines dans lesquels les compagnies vont se sentir plus confortables pour partager de la connaissance. Alors là, je dirais que sur le côté pharma, on a eu une expérience IMI et IMI2 qui nous a permis de pousser assez loin cet aspect-là, mais c'est une véritable valeur d'IHI. Un point important, c'est que notre engagement pour l'essentiel dans IHI, côté industrie, c'est à travers de la contribution in-kind. Il y a des cas où on peut donner du cash dans des projets, mais ce n'est pas la règle principale. Et la valeur de cette contribution in-kind, c'est que concrètement, nos compagnies participent dans le projet. Elles sont membres à part entière, elles sont actives dans les work packages. Donc on n'est pas du tout dans un modèle où l'industrie donne du cash et attend que les partenaires publics fassent le travail et délivrent. Un point qu'on rappelle aussi à nos membres, je pense que c'est important pour vous de savoir, dans le cas où par exemple vous soyez en contact avec des compagnies, un conseil qu'on leur donne, c'est que notamment les compagnies qui ne sont pas forcément familières avec IHI, c'est de s'assurer qu'elles ont, avant de s'embarquer dans un projet, qu'elles aient les capacités, l'expertise et les ressources pour contribuer à un projet. Ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir des compagnies qui soient là juste pour donner leur nom ou juste pour avoir une contribution minimale. On pense que c'est pas du tout la meilleure façon d'obtenir des résultats qui ont du sens pour elles dans un projet IHI. So I think, Enrique, now it's your turn on how to participate in Call 12. Oui, merci Nicolas. Bonjour à tous, je m'appelle Enrique, je suis le représentant de COSIR. Merci d'avance pour l'invitation et désolé parce que je vais faire la présentation en anglais. Donc, Magali déjà expliqué très bien un peu l'école 12. So on this slide, basically, the IHI website is your main reference point. It is continuously updated with details on open calls, future opportunities, and draft topics that are still being developed. You will find sections dedicated to current open calls, where you can check whether the call is for full proposals or short proposals, but depends on whether it is a single stage or two-stage process. There is also a section on future opportunities, which gives you a preview of upcoming topics, so you can start networking and building your consortia in advance. So as it highlights in this slide, my first message is simple, and it is basically don't wait until the official launch and start exploring the draft topics as soon as they are available. Suivant slide. Yeah. So as Magali already explained, Call 12. So this is the upcoming opportunities. IHI Call 12 is the next major one to look out for. It is scheduled for launch in January 2026, but the draft text will be already available by mid-October. This call gives everyone available opportunity to start identifying potential partners and discussing ideas early. Call 12 will invite proposals that align with the strategic research and innovation agenda of IHI. The focus will be on integrating efforts across sectors, pharmaceuticals, medtech, biotech, and digital health to deliver concrete improvements in healthcare delivery. The main goal is to develop tools, data platforms, technologies, and processes that can support prevention, diagnosis, and treatment, particularly in areas of unmet public health need. So this slide, two types of calls. So yeah, I think it's important to understand that IHI operates through two types of calls. The first one is the single stage call, where public and private partners come together from the beginning to prepare and submit one joint proposal. This will be the case for the upcoming call, the Call 12. Also in single stage calls,
Also, private members can receive funding, except for pharmaceutical companies, who typically contribute through in-kind support rather than direct funding. The other type of call is the two-stage call, which we'll apply later, for example, in call 13 in 2026. So here in this call, public consortia first submit a short proposal, and the highest ranked consortium is then matched with an industry consortium to prepare a joint full proposal. So if you understand which type of calls applies is essential for planning, especially since industry commitments and consortium building timelines differ between the two. Yeah, how to engage with the industry. Yeah. Thanks, Enrique. I will take this next one. So here for engaging with industry, so you have all the info on how to engage in the brokerage events website. I think Magali already mentioned it. So switching to French now. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site du brokerage event. Vous pouvez déjà soumettre vos pitchs, trouver des partenaires. Donc vraiment, on vous encourage à l'utiliser comme canal essentiel pour vous engager, puisque juste pour être clair et gérer les attentes. Du côté de l'industrie, on n'est pas en mesure de partager des listes de contacts individuels par compagnie. En revanche, sur ces sites, sur cette plateforme, vous trouverez des contacts des compagnies. Donc c'est via ce site que vous pouvez les contacter, ou sinon via du networking sur de la préparation de proposals qui pourrait être développé en parallèle. Un point qui est important pour tout le monde, enfin pour l'industrie, mais je pense que c'est important pour vous d'en être conscient. Donc concernant l'in-kind contribution que vous devez mobiliser sur les proposals et que les partenaires privés doivent apporter, donc ça concerne des contributions qui peuvent être ce qu'on appelle ICOB. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais c'est des contributions en nature au sein du projet. La plupart du temps, ce sont des coûts de personnel, des consommables, de la sous-traitance. Il peut y avoir des coûts spécifiques sur des études cliniques, l'organisation d'événements, de l'équipement, l'amortissement d'équipement, etc. Je pense que vous connaissez tous ces règles. Donc, en fait, c'est la même chose que les coûts des partenaires publics qui sont mis en œuvre au sein du projet. Une opportunité additionnelle qu'ont les membres de nos associations, c'est qu'ils peuvent aussi contribuer via ce qu'on appelle des activités additionnelles, donc l'acronyme IKAA. Donc, ils peuvent être des activités qui ne font pas directement partie du projet, mais qui peuvent contribuer aux objectifs du projet. Et un point important à garder à l'esprit, c'est que ça peut également soutenir la pérennisation du projet ou des activités ultérieures de recherche et innovation sur les résultats du projet jusqu'à 2 ans après la fin du projet. Donc c'est un point qui peut être important, et je pense que c'est un élément intéressant pour inciter à la pérennisation des projets, ce qui n'est pas forcément quelque chose auquel tous les projets pensent quand ils soumettent leur proposal, malheureusement. Un petit rappel quand même, c'est que il est important pour vous de garder à l'esprit aussi que les compagnies, avant de s'engager dans un projet IHI, même single stage, elles doivent avoir un feu vert en interne, et il faut garder à l'esprit le temps que ça nécessite. On a parfois des cas où on reçoit un proposal très intéressant 10 mois avant la deadline. C'est tout simplement impossible pour nos collègues de vérifier s'ils peuvent y participer, d'obtenir le feu vert. En général, ça prend au minimum 1 mois avant d'obtenir ce feu vert. Donc ça veut dire que si vous les contactez 1 mois avant la deadline, c'est pour leur soumettre une super idée. Ça va être très difficile pour eux, même si le projet est intéressant, de pouvoir participer. Bon, ceci étant dit, je voudrais laisser aussi la possibilité à nos collègues de Sanofi et Servier peut-être de partager leur expérience dans les calls IHI. Avant de le faire, je voudrais quand même rappeler que en fait, il n'y a pas un seul modèle sur la façon de participer. On a vraiment des cas, et ça on l'a vu pour le call 9 et sur les précédents calls IHI, single stage, je mets de côté les two stage.
on a vu qu'on peut avoir des cas où on a une compagnie qui va se positionner en leader très tôt et développer un proposal durant les 4 mois en fédérant des partenaires. On peut aussi avoir des cas où en fait on a un proposal développé par un coordinateur public qui arrive à susciter l'intérêt de différentes compagnies et à mettre en œuvre un projet qui n'était pas forcément drivé à l'initiative à l'origine par les compagnies. Et on peut avoir des cas où je dirais qu'il y a une agrégation qui s'opère sur des projets au fur et à mesure. Donc vraiment, il n'y a aucune règle unique. Donc ce serait intéressant d'avoir la perspective de Sanofi et Servier qui vous donnera une idée, mais qui n'est pas du tout exhaustive dans la capacité qu'ont nos compagnies à se mobiliser sur des projets IHI. Donc peut-être que je laisserai l'occasion à la fois à Nathalie et Philippe pour Sanofi et à Nathalie et côté Servier de nous dire quel est l'intérêt du single stage pour elles et comment les compagnies s'engagent dans ces calls. Oui, merci Nicolas. Je vais appeler Philippe Bord de Sanofi et Nathalie de Préville de Servier pour qu'on partage notre expérience. Et l'idée vraiment, c'est de répondre à vos questions. On ne voulait pas préparer d'autres slides. Donc peut-être Philippe commence notre expérience sur le One Stage, puisque tu es un rédacteur. Merci. Donc Philippe Bord, Sanofi. Un point qui paraît évident, mais qui n'a peut-être pas été mentionné, c'est que l'industrie ne reçoit pas d'argent de l'Europe. Hein. Donc ça, je pense que c'est important aussi à être signalé. Notre collaboration, elle n'est uniquement que sous forme de ressources, ce qu'a détaillé essentiellement. Hein. Oui, pharma, hein, côté FPA, je précise. Autre point, sur le développement des propositions, ma perspective, elle est surtout de monter des projets collaboratifs. Donc, effectivement, nous contacter peut-être 15 jours avant la deadline de soumission, c'est un peu juste lorsque le full proposal est déjà tout écrit. Donc, pour intégrer vraiment les industriels dans le développement de la proposition, c'est bien de nous proposer très tôt dans le montage de l'idée. Donc, c'est pour ça que le brokerage event est très important. Donc, si vous avez une idée, déjà, de la présenter, 4 minutes, ça facilite, les impacts. Et donc là, on peut travailler ensemble, sachant que, encore une fois, la séquence qui a été présentée par Magali, brokerage event, novembre, janvier, le lancement officiel du single stage, avril, soumission fin avril du full proposal. Donc ça laisse quand même un certain temps pour développer ensemble, et j'insiste bien sur le ensemble, la proposition de projet. Ouais, le mot, c'est vraiment co-création. On souhaite vraiment collaborer avec vous dès le départ. Et ce qui est pas important aussi, c'est que vous êtes... C'est activer vos réseaux, essayer au maximum impliquer à la fois vos partenaires académiques et voir comment est-ce qu'ils peuvent contacter vos partenaires industriels avec lesquels vous travaillez sur ce type de projet. Peut-être que c'est des collaborations simples que vous avez avec des partenaires industriels sur des thématiques qui vont rentrer complètement dans le projet. Il faut bien rester dans l'objectif et les livrables que vous voulez obtenir pour avoir des chances d'avoir un projet qui est centré sur des livrables et des objectifs concrets pour leur donner de la valeur et du poids et vraiment y aller, comme le disait Philippe, ensemble avec des contributions qui sont des contributions que vous attendez des industriels, qui ne sont pas des contributions financières. On est vraiment sur une collaboration dans le sens où les industriels vont aussi apporter l'expérience et l'expertise et vont pouvoir mettre des ressources pour travailler ensemble sur ce type de projet. Et donc, pensez à activer vos réseaux à la fois académiques et industriels pour essayer de construire ces projets. On passe une session questions. N'hésitez pas à nous poser des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le site.
Merci d'être présent aujourd'hui. Je voulais savoir, est-ce que vous aidez aussi dans la rédaction du projet, dès le montage? Vous avez une expertise, vous êtes déjà impliqué dans d'autres projets, donc vous pouvez aider les consortiums à les orienter. On a eu tout à l'heure une présentation, éviter les erreurs, etc. Alors, encore une fois, de mon point de vue, oui, on peut vous aider dans la manière où nous sommes impliqués. Voilà. Donc, un peu comme IHI, FPA, c'est pas, on n'est pas des consultants, en fait. Hein. Donc, si on est impliqué avec vous dans le projet, bien évidemment, pour ma part, j'ai une certaine expérience dans ces projets-là depuis l'IMI, oui, effectivement, depuis le commencement. Donc, encore une fois, c'est un co-développement. L'écriture d'un full proposal, c'est un travail complexe qui prend du temps et dans lequel il faut intégrer des perspectives de tous les acteurs qui vont être impliqués dans le projet. Donc, on va avoir des perspectives vraiment très différentes. Donc, on vous aide. Question de Nicolas. Non, c'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire additionnel, mais peut-être un conseil aussi sur la base des choses à faire et à pas faire. Juste pour être très très clair de ce que moi parfois aussi j'entends de certains de nos membres. Donc, par exemple pour le brokerage event, j'ai eu certaines compagnies qui m'ont parfois dit oui, bon, sur la session pitching, il y avait quand même beaucoup de participants qui en fait ne présentaient pas de projet, qui venaient juste faire une liste de leur laboratoire de recherche et de leurs publications et de leurs brevets. Et, euh, et en fait, c'est pas forcément inintéressant, mais c'est pas du tout dans ce qu'on attend en fait pour le brokerage events. Donc, je dirais que là où nos membres ils vont être en mesure de regarder si ça les intéresse ou pas, c'est de voir quelle est l'idée de projet et vraiment de projet. Quels vont être les livrables. C'est pas forcément une liste de work package, mais c'est vraiment quels vont être ce que le projet va délivrer au bout de 5 ans. Et je pense que ça, c'est un point qui est essentiel. Euh, Par ailleurs, je suis parfois aussi contacté par des académiques qui cherchent des partenaires privés. Dans certains cas, on peut les aider, mais je pense qu'à ce moment-là, il faut quand même rester très focalisé et envoyer du matériel qui va vraiment mettre en avant le projet et les livrables. Et un autre point aussi, c'est partager des fichiers qui sont confidentiel et qu'on ne peut pas disséminer à nos membres, ça n'aide pas non plus. Donc vraiment, la suggestion, c'est d'essayer d'être relativement ouvert et d'être vraiment aussi d'être très clair sur les attentes du projet en tant que tel, de ce qu'il va réaliser et pas et pas de la présentation d'une institution. Et pour finir, sur le call 9, ce que j'ai entendu de beaucoup de membres FPA, en tout cas, c'est qu'ils ont été extrêmement actifs durant le call. En termes de ressources, ça a été très chaud pour eux. Enfin, et je pense que voilà, pour les partenaires publics aussi. Mais ce qui veut dire que ils doivent aussi sélectionner les projets sur lesquels ils peuvent s'engager. Donc, ils peuvent pas promettre, nos membres ne peuvent pas promettre de s'embarquer sur énormément de projets. Ils vont devoir faire un choix. Ils ont été très actifs aussi vraiment pour évaluer et faire l'assessment. Mais je voudrais juste quelque part gérer un peu les attentes que vous pouvez avoir, parce que c'est difficile aussi du côté de l'industrie de faire face à l'ensemble des projets qui sont proposés. Oui, bonjour à tout le monde. En fait, j'ai deux questions qui sont un peu liées là. Même si on connaît déjà un peu Sanofi, Servier et compagnie, leur pipeline, leurs aires thérapeutiques, comment mieux connaître un peu les priorités stratégiques dans un contexte de ces projets, à part de faire de la veille soi-même? Est-ce que vous allez vous-même de votre côté publier peut-être quelques points qui vous intéressent, ou est-ce qu'il faut juste présenter les choses à Bruxelles et attendre qu'on attire l'attention un peu? Parce que je sais qu'il y a souvent des frustrations côté secteur public de ne pas trop savoir comment vous cibler, même si on vous connaît un peu vos pipelines et compagnie. Oui, c'est une bonne question, mais j'encourage vraiment le networking. Hein. Et nous proposons aussi des idées one stage et on utilise vraiment le networking avec nos académiques, les PME, les startups. C'est vraiment le networking. C'est là où vous allez obtenir l'ensemble des informations sur les priorités de Sanofi ou de Servier. La deuxième question là, qui est un peu liée. En fait,
on ait mis le point sur le fait qu'on est sur un stade très compétitif. Cela veut dire que normalement, il n'y aura pas de souci d'avoir plusieurs partenaires industriels. Cela dit, est-ce qu'il y a des façons pour nous en secteur public, on va dire, de mieux présenter le projet d'une telle façon qui vous inquiète le moins quant aux autres partenaires industriels, ou même des concurrents habituels, par exemple de Big Pharma? C'est comment ça? Appuyer sur le... En fait, c'est pas l'esprit de ces projets, hein. C'est vraiment essayer d'arriver à travailler sur une thématique commune d'intérêt et que chacun apporte l'expertise qui est nécessaire au projet. Donc, c'est là où justement, il faut absolument être dans un mindset de dire, moi, je veux participer parce que pour arriver à ce livrable, je vais apporter cette expertise qui est manquante au projet et donc proposer des expertises. Ça peut être l'industriel qui se connaît l'académique et qui va aller le connecter pour essayer dans les one stage. Ouais, c'est compliqué. Hein. Là, peut-être. Non. Juste pour résumer, le mindset, c'est vraiment travailler ensemble pour un objectif commun et que chacun ait cherché l'expertise qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Donc, soit ça se fait par réseau, soit ça se fait, on va chercher, ou alors il y a une sorte de présentation au moment des broker engineering des projets qui nécessite qu'on se dise, moi, mon expertise, elle est nécessaire dans ce projet-là, donc je vais la proposer. Il y a d'autres questions sur le site? Non, sur le chat, il n'y en a pas. Il y en a pas. Ok, bon, merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que Sheila, il y a continue avec les questions. Alors, avec la profession de tête. Oui, Sophie. Tout à l'heure, nous savions Enrique Nicosir. Je ne sais pas s'il y a une autre partie qui va présenter Enrique. Are you gonna still present something, Enrique, or the contribution was already your presentation? Non, je pense qu'en fait, on avait fait le tour des, on avait les tips, mais je pense qu'on a fait le tour de ces questions sur les aspects networking. Il y a une petite partie pour Sophie Medtech. Est-ce qu'il y a... Non, on a terminé, je pense. Non, c'était une présentation qui couvrait à la fois le pharma et le medtech, mais c'est vrai que vu qu'on avait des Sanofi et Servier aujourd'hui, c'était peut-être plus un angle pharma, mais vraiment sur l'approche des projets, on agit entre associations, donc il n'y a pas de présentation séparée. Je pense que c'est des questions. Oui, mais bon, c'est bien pour la question.